Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien ce matin, c'est avec Cécile Belliot. Bonjour, directrice générale du groupe Bell. Bell, c'est la vache qui rit, c'est Pompot, c'est Kiri, c'est Babybel. Objectif 2022, diversification du groupe. Vous êtes allé très au-delà des produits avec du lait. Est-ce que vous êtes encore un groupe laitier maintenant ? Alors oui, bien sûr, et nous, on met du « et » dans tout ce qu'on fait. Maintenant, pour vous donner un petit peu la perspective de l'année 2022, déjà juste pour recadrer, 2022, pour moi, ça a été un stress test grandeur nature de notre stratégie. Pourquoi ? Je le rappelle, je pense que vous l'avez bien en tête, on a fait face à ce que personne n'avait vu venir, dans un niveau de magnitude que personne n'avait jamais connu dans l'univers de l'agroalimentaire. Sur les prix évidemment d'alimentation, sur les confinements à droite et à gauche, notamment en Chine, on en parlera. Exactement, sur le prix de l'énergie, sur des ruptures même d'approvisionnement. Et dans cette année où il a fallu passer à travers la tempête, ce qu'on a affirmé et ce qu'on voit à travers les résultats, c'est que la stratégie a tenu. La stratégie, c'est celle que vous mentionnez. C'est diversification. Diversification exactement du portefeuille. Accélération sur ce qu'on appelle, nous, nos marchés porteurs, le fruit, le végétal, mais évidemment que aujourd'hui, ce qui représente encore 80% de mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire les produits laitiers sont au cœur du modèle. La diversification, c'est aussi la diversification géographique. Quand on accélère aux États-Unis, on accélère aussi sur le lait aux États-Unis. Quand on achète une entreprise en Chine, elle fait du fromage. Et elle nous permet d'avoir une unité de production et de R&D en Chine. Et l'année dernière, ce qu'on a fait aussi, c'est la signature d'une JV en Inde avec Britannia, qui va nous permettre de rendre accessible la vache qui rit à des millions de foyers en Inde. Donc, vous voyez bien qu'on met du « et » dans tout ce qu'on fait, en fait. On va parler de cette diversification qui apparemment est un succès. Je voudrais revenir sur le chiffre d'affaires 2022. 3,6 milliards d'euros, plus 18,8%, dans un contexte très compliqué. Est-ce que ça veut dire que vous avez augmenté vos prix et vos marges ? Alors, ça veut dire que ce qui a fonctionné... Vous êtes carrément un groupe de luxe. Vous avez des chiffres qui sont équivalents aux groupes de luxe qui ont bien augmenté leur prix, d'ailleurs. Alors, je ne dirais pas ça. Ça veut dire que nos volumes ont progressé. Parce que déjà, les volumes du groupe ont progressé. Parce que la dynamique que je vous explique, c'est-à-dire les marchés porteurs, la dynamique d'innovation aussi a fonctionné. Maintenant, quand je regarde les résultats, oui, évidemment qu'il y a eu des hausses de prix. Maintenant, on le dit, on a eu une gestion raisonnable et raisonnée des prix. Et pourquoi j'emploie ces mots ? Je ne suis pas du tout en train de jouer sur les mots. Parce qu'il fallait protéger les deux extrêmes de la chaîne. D'un côté, l'amont laitier, les agriculteurs. On a passé l'année dernière de revalorisation du prix. On s'est encore engagé en France sur l'ensemble de nos éleveurs à maintenir le prix du lait sur toute cette année. C'était indispensable de le faire, encore une fois. Si je n'ai pas, moi je ne nourris personne, si je n'ai pas des éleveurs qui me donnent du lait, si je n'ai pas des pommes au départ, il n'y a pas de Pompot. Et l'autre bout de la chaîne, c'est évidemment le consommateur. Et pourquoi je dis qu'on a eu une gestion raisonnable et raisonnée ? Un, nous n'avons pas couvert toute l'inflation. Deux, quand on regarde ce qui s'est passé, finalement, si nos volumes ont continué à progresser, ça veut dire que nos concitoyens, nos consommateurs nous ont fait confiance et sont restés fidèles à nos marques. Donc, c'est cet équilibre-là qu'on essaie en permanence de maintenir. Et trois, et je tiens à le dire parce que je veux rendre hommage aux équipes, on a fait l'année dernière une année record en termes de productivité. C'est-à-dire qu'on a mobilisé toutes les équipes en disant nous avons des marques populaires. La vache qui rit, c'est une marque populaire. On se doit de rester accessible au plus grand nombre. Donc, comment on fait pour travailler différemment dans nos usines et réussir justement à tenir cet équilibre. En termes de marge de résultat, ça se traduit comment ? Oui, c'est ça, parce que vous avez quand même baissé un peu les marges. Vous avez augmenté les prix, baissé un peu les marges. C'est ça en même temps. C'est pour ça que je vous disais que nous n'avons pas compensé l'ensemble de l'inflation et c'est pour ça que... Et vos résultats, redonnez-nous le chiffre. Alors, 187 millions de résultats opérationnels courants, ce qui à périmètre constant fait 12 millions de plus que l'année dernière. Si vous le regardez en ratio, oui, la marge a baissé et c'est exactement ce que je vous explique. Maintenant, je reviens aussi là-dessus. On est un groupe familial, vous le savez. Ouais, 100%. Donc nous, en fait, notre obsession, c'est le long terme. Et dans la réaffirmation de 2022 sur notre modèle, ce qu'on a réaffirmé, c'est que nous, on ne lie notre performance que sur deux jambes. La performance financière et la performance extra-financière. 2022, et pourquoi je le dis ? Parce qu'on a eu de la frugalité. On a fait des choix, évidemment. On a investi sur les marchés porteurs et on a été plus contraints sur d'autres marchés. Par contre, ce qu'on n'a pas coupé, c'est nos investissements sur la dimension RSE. Et ça, je pense aussi que c'est ce qui différencie ce groupe.
On a réaffirmé le partenariat WWF. On a affirmé qu'on allait tenir les accords de la trajectoire carbone de Paris à horizon 2035 sur l'ensemble de notre scope. Et ça, c'est des investissements. Il n'y en a pas un qu'on a coupé sur cette dimension. C'est pour ça qu'on accepte de gérer la marge différemment. Dans votre diversification, il y a quelque chose quand même qui est assez étonnant, c'est que vous plaidez pour des produits non laitiers aussi, c'est-à-dire par exemple des fromages bientôt sans lait, des produits à base de végétaux. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'il y a une tendance de fond dans le monde, parce que vous n'arriverez pas à nourrir la planète uniquement avec des produits issus des animaux. Parce qu'il y a de moins en moins de vaches laitières quand même. Parce que très sincèrement, c'est ce qu'il faut faire. Et je vais vous dire pourquoi c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on met du lait. Je crois infiniment qu'il y a un modèle d'agriculture régénérative. Juste, c'est quoi l'agriculture régénérative? Ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il y a tout dans la nature. Le vrai rôle du sol, quand le sol est sain, quand les vers de terre jouent leur rôle, le sol a cette capacité à capter le carbone. Un modèle d'élevage durable, c'est quoi? C'est du lait de pâturage, donc les vaches sont en extérieur, c'est un pâturage tournant et c'est une ferme sur laquelle l'éleveur va pouvoir fournir les quantités de protéines dont la vache a besoin pour se nourrir sur sa ferme. Donc ils vont faire du pois de la luzerne par exemple ou du maïs pour nourrir la vache. L'élevage aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, l'élevage aujourd'hui, en France, nous on arrive à faire ça. Aux États-Unis, on est en pilote sur ces fermes-là. Et puis il y a... Mais c'est aussi des fermes où il y a beaucoup d'émissions de méthane, où il y a beaucoup de consommation de... Mais encore une fois, quand le sol recapte le carbone, on a un modèle qui est vertueux. Mais l'élevage, c'est quoi? Quand on est au Maroc, en Algérie, en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, mais les vaches, elles ne sont pas dehors, elles ne sont pas en train de brouter. Elles sont enfermées, c'est des fermes à 10-20 000 vaches. Et vous savez quoi, comme il fait trop chaud toute la journée, il y a des petits sprays d'eau pour en fait qu'elles tiennent les chaleurs. Ça, c'est le modèle d'agriculture intensive qui ne sera pas tenable et qui ne permettra pas de nourrir 10 milliards de personnes. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour ces populations-là, parce que la population qui grandit, c'est l'Afrique subsaharienne. La population qui grandit, c'est l'Inde. Et donc, ce qu'on fait quand on signe 3 partenariats l'année dernière avec des start-up sur ces protéines alternatives, c'est qu'on cherche à mettre du lait. Oui, je vais pousser l'agriculture régénérative là où elle peut se mettre en place. Et oui, je vais trouver des solutions pour nourrir de manière accessible les populations où ce modèle d'agriculture-là n'est pas tenable. Ça, c'est l'amont, c'est la filière laitière et son soutien. Après, du côté plutôt aval, vous êtes un spécialiste des petites portions, hein, le Babybel, la part de Kiri, la Pom'Pot. C'est très bien pour ce qui est gâchis alimentaire. Par contre, en termes de déchets, c'est pas totalement efficient. Est-ce que vous travaillez là-dessus? Oui, bien sûr. Et nous, on croit fondamentalement au modèle de la portion. Et je vais vous dire pourquoi. La portion, c'est la juste dose. Donc, on ne gâche jamais. Vous ne jetez jamais une Pom'Pot. On est clair là. Ça fait l'emballage. Je viens tout de suite. La portion, c'est la juste dose. Donc aussi, d'un point de vue nutritionnel, c'est intéressant. D'un point de vue, voilà. Et la portion, c'est de la praticité. À un moment, c'est aussi ça que nos consommateurs viennent chercher. Et donc, l'enjeu, c'est l'emballage. Vous avez entièrement raison. Et c'est pour ça que nous, notre vision de l'emballage, c'est nous allons vers du zéro plastique, zéro alu. Ça veut dire qu'on travaille à quoi? On travaille aujourd'hui sur des portions papier. Que ce soit la Pom'Pot, que ce soit du Kiri, que ce soit de la vache Kiri, ça veut dire qu'on va être capable, encore une fois, c'est pour quand ça, les petites gourdes en papier? Alors, oui, on est en phase c'est un produit qui a besoin de plastique pour être conservé. Les cosmétiques qui arrivent. Parce que le carton avec du plastique à l'intérieur. Les cosmétiques qui arrivent, il n'y a plus de plastique. Oui, mais on les mange pas. R&D aujourd'hui. Oui, mais vous allez voir, on va y arriver, on va le craquer. On est déjà en mode pilote. Ouais. Donc, je ne vous dis pas que c'est l'année prochaine. Je vous garantis qu'à horizon 5 ans, on aura mis sur le marché des portions papier. Et pourquoi ça nous intéresse? Parce que c'est une origine fibreuse non naturelle, parce que le papier, c'est recyclable partout, parce que si par malheur, vous allez faire un pique-nique et que ce petit papier de la portion de vache Kiri, il finit dans la nature, il va disparaître. Donc on a pris un engagement. Nos portions, elles sont 100% recyclables ou 100% compostables à la maison. Et c'est vraiment la vision qu'on veut avoir. On veut avoir des packaging faits d'origine naturelle, faits d'origine fibreuse et qui peuvent disparaître en fin de vie. Je rappelle que votre groupe est d'abord un groupe international. La France, c'est que 20% de ce que vous faites. Et le premier marché, c'est les États-Unis. Les États-Unis. Comment on dit en anglais Kiri, la vache Kiri, Babybel et Pom'Pot? La beauté de nos marques, c'est que la vache Kiri, par exemple, qui est la plus distribuée, qui fait 120 pays,
dans chaque pays, on le traduit. Donc aux États-Unis, c'est The Laughing Cow. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans chacun de ces pays, les consommateurs sont persuadés qu'elle est américaine, au Maroc qu'elle est marocaine, en France qu'elle est française évidemment, et la France restera toujours évidemment notre pays de cœur. Et là où pour moi, la France c'est le bateau amiral, c'est-à-dire que c'est là où on pousse l'innovation. Dernière question, vous avez obtenu des augmentations de prix de combien avec la grande distribution française, qui est souvent un de vos clients les plus retors? Ce que je vais vous dire, parce que je ne suis pas la directrice générale France, donc je ne vais pas rentrer dans les négos, c'est que les conversations changent. Quand je vous dis qu'on redéfinit le sens de performance, vous avez vu l'accord qu'on a signé avec Carrefour cette année en France ? Pour la première fois, nous avons mis dans un accord commercial avec un de nos clients la dimension carbone. Ouais. Et ça, je vous garantis que c'est intéressant parce que ça prouve qu'ensemble, on peut se mettre d'accord sur le fait que la performance, ça n'est pas que la croissance du chiffre d'affaires, c'est aussi l'impact qu'on a sur la planète. Et quand même, la vache qui rit, c'est quoi? Plus 10, plus 20% dans les rayons là? Aujourd'hui, de toute façon, vous avez vu, l'inflation en France est 10-15%, il y aura de nouveau 10%. On le sait tous, et je crois que ça a été pas mal commenté. Juste avant de vous laisser partir, on a eu Antoine Saint-Affrique, le patron de Danone, il y a quelques temps. Vous avez travaillé chez Danone, il a été en shortlist pour diriger Bell. Il vous regarde de près ou de loin. Est-ce que vos destins avec Danone sont liés irrémédiablement? Non, je crois pas. Je crois que par contre, on a en commun le fait de regarder encore une fois la performance sur les deux jambes. Et c'est ça qui rapproche ces deux entreprises. Donc je pense qu'il y a des valeurs qui sont communes et c'est pour ça qu'on échange beaucoup avec des intervenants comme Danone. Et les familles Fievé, Sauvin et Dufort ne sont pas vendeuses? Non. Oui, pour savoir, on vérifie. Merci beaucoup Cécile Belliot d'avoir été avec nous, directrice générale du groupe Bell.